Le créationnisme est-il une science? Aïe aïe aïe, sacrée question que nous nous posons ce soir à l'aide de Guillaume Lecointre, qui travaille à l'Institut des systèmes... l'Institut de systématique évolution biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Une vidéo qui date de 2023, donc c'est récent. Enfin, qui a été upload en tout cas en 2023. Je sais pas quand est-ce que ça a été tourné, mais voilà, on est sur quand même plutôt de quelque chose de relativement frais en termes de prestations. Une vidéo de 20 minutes donc, qui va nous apprendre déjà ce que c'est que le créationnisme actuel, moderne, parce que j'imagine qu'en plus il doit y avoir plein de subtilités dans ce mouvement. Et en plus, on va essayer de voir comment le créationnisme adresse la question de l'origine de la vie sur Terre, et est-ce que sa manière d'adresser cette question peut être qualifiée de scientifique, ou pas. Ça sera probablement la deuxième réponse qui sera montrée, et encore que, on verra. Le créationnisme est-il une science ? Qu'est-ce que le créationnisme? Je ne parlerai pas du créationnisme philosophique qui postule seulement qu'une entité ait pu être à l'origine créatrice des réalités de ce monde, car les scientifiques, collectivement organisés, ne prescrivent rien en matière de philosophie. Je ne parlerai pas non plus du créationnisme des scientifiques des siècles passés. Avant le XVIIIe siècle, en effet, les scientifiques travaillaient sous le contrôle des théologiens et la création divine faisait partie de l'explication scientifique du monde réel. Par exemple, pour le botaniste suédois Carl Linné, la classification du vivant se proposait de restituer à l'intelligence des hommes le plan divin de création à travers la classification. Et donc faire de la botanique ou de la zoologie à l'époque de Linné, ça s'inscrivait dans un cadre de création divine. Je ne parle... Bon, voilà, donc là déjà il pose les bases de ce dont il ne va pas parler, c'est-à-dire différentes formes de créationnisme. Et c'est marrant parce que ça fait écho à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, en mode, à l'époque, science et religion étaient intriquement liées, et en fait, les savants baignaient dans tout un tas de considérations théologiques dans leur production de connaissances. Donc en fait, tu pouvais pas séparer finalement le scientifique du religieux, si je puis dire. Donc c'est important de comprendre qu'il ne va pas adresser la question du créationnisme dans le cadre de tel qu'il était vu au 18e ou 19e, j'imagine, mais plus parler de créationnisme récent. Voilà. Je ne parlerai pas donc de ces aspects historiques, et on va se pencher plutôt sur le créationnisme d'aujourd'hui, ses prétentions, le créationnisme contemporain, qui se qualifie lui-même de scientifique, parce que c'est bien d'un télescopage entre le monde de la religion et le monde des sciences dont il s'agit ici. D'abord, j'ai cité... Télescopage, hashtag James Tour, le fameux chimiste dont on a vu quelques interventions auparavant, là. Je rappelle, un chimiste américain, aussi bon chimiste soit-il, grand créationniste, enfin grand attaquant de la théorie... des recherches sur l'origine de la vie. Donc voilà, le sort de télescopage dont il veut parler, je pense que c'est le fait d'intégrer les concepts de créationnisme au sein de la recherche scientifique moderne, quoi. Religion, et j'ai cité science, donc il y a deux grandes catégories de postures cognitives à éclairer. D'abord, la posture du savoir. Le travail des scientifiques s'inscrit dans la production de savoir et la garantie de la fiabilité de ces savoirs, d'une part, et d'autre part, le mot croyance religieuse, parce que les créationnismes actifs politiquement aujourd'hui sont tous affiliés à des églises, c'est-à-dire des systèmes de croyances religieuses institués. Une église, par définition, elle est instituée. Et tout d'abord, le savoir scientifique, on pourra tout de suite caractériser le fait qu'il est produit collectivement, c'est-à-dire que c'est le fruit d'un collectif de travail. Ce collectif de travail, à l'échelle internationale, il produit du dialogue, et à travers ce dialogue, il produit la validation de savoirs scientifiques qui sont testés et rationnellement discutés. Il y a deux propriétés au savoir scientifique fondamentales. La première, c'est son caractère collectif. Aucun résultat scientifique n'arrivera dans des livres scolaires s'il n'a pas été corroboré par plusieurs équipes indépendantes
au cours d'un processus de stabilisation d'un consensus scientifique dans la communauté scientifique. Et la deuxième caractéristique, c'est le fait que le savoir scientifique, et le savoir en général, se justifie. Quand je sais quelque chose, je sais expliquer pourquoi je le sais. C'est-à-dire que je sais développer une argumentation rationnelle qui fonde la validité de mon savoir. Deux points très importants du coup de la science. Il parle d'une part du côté collégial de la production de connaissances et du fait que en fait, c'est en partageant les recherches entre pairs, PAI, RS évidemment, à travers le monde qu'on arrive à trouver un consensus au fur et à mesure des critiques qui sont faites, on améliore les modèles, les expériences, etc. Donc voilà, une création internationale de connaissances. Et après, le deuxième point, c'est ce qu'on pourrait appeler, mais il ne l'a pas dit, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est en fait la méthodologie scientifique, l'approche scientifique, on pourrait dire. En gros, cet ensemble de démarches, d'étapes que le chercheur doit quelque part suivre pour établir comme factuellement vrai une connaissance qu'il aurait produite, quoi, à l'aide de la méthodologie, quoi, finalement. Voilou. Donc tu mélanges les deux, la méthodologie à l'échelle individuelle, puis après le partage de ce raisonnement méthodologique à l'échelle communautaire, et avec échange, remise en question, critique, etc. Et à la fin, tu obtiens normalement une information qui devrait faire consensus et donc être considérée comme une connaissance, quoi. Voilà. Salut Nico, comment ça va ? Le travail scientifique, la production scientifique, les résultats scientifiques sont légitimes parce qu'ils sont une course permanente et collective à la justification d'un savoir qui lui-même est tout le temps remis en cause. Il y a un caractère fondamentalement dynamique au savoir. Il y a 5 ans, on donnait à l'espèce humaine un âge de 200 000 ans. Et puis, il y a quelques années, de nouveaux fossiles ont été découverts en Afrique et tout à coup, on donne 50% d'âge d'ancienneté en plus à Homo sapiens. Aujourd'hui, Homo sapiens est donné pour 300 000 ans. On voit bien que les savoirs changent au cours du temps, et donc c'est ce caractère dynamique du savoir qui caractérise sa légitimité. Si on poussait le bouchon un peu loin, on pourrait dire que les savoirs scientifiques sont légitimes parce qu'ils sont périmables. C'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on a de mieux, mais avec les discussions qui se produisent en permanence sur les savoirs acquis, demain, ça pourrait être différent. C'est hyper important aussi comme propriété de la connaissance, c'est le fait effectivement que la connaissance est en évolution. Qu'en fait un savoir, une connaissance en fait n'est vraie qu'à un instant donné, à une période donnée, avec un état du savoir, un état de la connaissance donnée, on va dire, qu'effectivement, à force de progresser dans le domaine, on étoffe progressivement le vrai finalement, et on se retrouve à devoir changer. Mais d'un côté, certains détracteurs pourraient dire oui, mais à ce moment-là, du coup, la vérité n'existe pas en science, tu vois. Il n'y a pas de notion de vérité à proprement parler. Comment on peut réussir à faire confiance aux scientifiques si tout ce qu'ils disent finalement peut être remis en question? C'est là où il faut quand même nuancer en disant oui, tout est falsifiable dans une certaine mesure, ou le sera dans le futur, mais ça ne le sera en tout cas que dans un contexte. Merci Auriculaire, bienvenue. D'anciennes théories qui ont été réfutées depuis et qui pourtant ont tenu pendant un petit moment, ou étaient en tout cas défendues par des grands noms de la science pendant certaines périodes. Donc voilà, rappelez quand même que Wiscoco qui demande, c'est Guillaume Lecointre. Rappelez quand même que oui, ok, tu peux tout falsifier, toutes les connaissances d'aujourd'hui peuvent être fausses demain, mais que ce ne sera falsifié que via la méthodologie, via un travail de fond que réalisent les chercheurs. Et c'est pas au tout venant, malheureusement, hein. Ce n'est pas démocratique la science, hein. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que ça ne marche pas, que ça ne va pas fonctionner. Il faut un travail de fond réalisé par des gens qui sont des experts du domaine, qui ont passé leur vie et des années à essayer de comprendre les subtilités de leur domaine de recherche. Donc
Voilà, c'est un travail de longue haleine qui est communautaire, qui est international, qui prend du temps et qui justement permet de rendre cette connaissance dynamique pour la rendre de plus en plus juste. En l'état, aucun scientifique, vous n'entendrez jamais ou très très rarement le mot vérité sortir de la bouche d'un scientifique. Hein. Vraiment, c'est un mot qu'on évite et qui n'existe vraiment pas dans le champ lexical de la science et de la recherche, quoi. Le mot vérité. Le mot réalité un peu plus. Et encore, on parle d'approche du réel. On dit pas que les scientifiques décrivent la réalité, mais on dit plutôt que les scientifiques cherchent à décrire la réalité ou donnent des informations qui donnent des descriptions, on va dire, qui tendent vers le réel, mais jamais on ose de manière... jamais on prétend, en tout cas, avoir ni la vérité, ni détenir les clés de la réalité, quoi. Voilà. C'est une caractéristique fondamentale de l'approche scientifique du monde. Intéressons-nous maintenant, par contraste, à la posture cognitive qui relève de la croyance religieuse. Croyance, au sens général du terme, c'est faire confiance. C'est vrai qu'on passe la plupart du temps de sa journée à croire les autres. Et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, on ne pourrait pas vivre en société. Je crois que la Poste va être capable d'emmener mon enveloppe à son destinataire. Si je ne crois pas en la Poste, je ne poste pas mon enveloppe dans la boîte aux lettres. Pour faire société commune, on a besoin de se faire confiance. Donc, si je prends la croyance au sens très général, la croyance, elle est utile. Et elle peut même fonctionner comme antichambre du savoir, notamment à l'école. Alors, on demande à l'école aux enfants de croire leur enseignant. Et on espère bien d'ailleurs que les élèves font confiance en leur enseignant. Mais c'est une crédulité qui est productive parce que le contenu de l'enseignement même, c'est du savoir. La posture de l'élève, c'est une posture de crédule, mais rien n'empêche à ce que l'élève puisse lever la main et demander à l'enseignant de justifier ce qu'il dit. Et donc, cette posture de crédule, à ce moment-là, c'est une crédulité ouverte. C'est une crédulité qui est conçue comme un marchepied vers l'acquisition d'un savoir. D'explication en explication, l'élève finira lui-même ou l'étudiant finira lui-même par pouvoir justifier ce qu'il tient pour fiable. Je suis pas sûr que ça se passe vraiment comme ça à l'éducation nationale, dans les classes actuellement. Pas sûr qu'il y a des élèves qui disent « Monsieur, comment vous savez ce que vous savez en fait ? Monsieur, racontez-nous comment vous avez acquis le savoir que vous savez et pour pouvoir justifier de vos connaissances auprès de nous, monsieur. » Je pense pas qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'adressent comme ça à leur professeur. Et pourtant, c'est une question hyper intéressante en vrai. Hein. Savoir comment on sait ce qu'on sait. Ça arrive, mais peut-être pas dans les écoles publiques qu'on connaît. Moi, j'ai déjà entendu en classe. Ah ouais, vous avez déjà. Attends, j'ai l'impression. On n'a pas eu les mêmes cours, hein, je crois. On n'a pas suivi les mêmes cursus. Moi, je suis pas en train d'accuser les élèves de manière générale. Moi, j'étais pareil. Hein. Moi, je réfléchissais pas un seul instant à comment le prof il sait des trucs, tu vois. Et comment on sait ce qu'on sait, tu vois. Genre, cette réflexion sur comment on sait ce qu'on sait, elle m'est venue bien plus tard. Hein. Vraiment, à l'époque, j'en avais un peu rien à foutre, hein, honnêtement. C'est pas forcément toujours encouragé aussi. Bah après, c'est vrai qu'il y a le prof aussi. Peut-être que quand t'es petit, tu poses beaucoup ces questions-là à tes parents. Tu dis, mais pourquoi la lune, elle brille ? Pourquoi après, donc les parents, ils savent plus ou moins. Et ils disent toujours pourquoi. Et au bout d'un moment, les parents, ils disent, non, mais arrête, là, arrête de dire pourquoi. Et au bout d'un moment, peut-être le gosse, il arrête de dire pourquoi. Et pareil à l'école. Peut-être que t'as des profs qui disent, non, mais là, ta question, elle est nulle ou je sais pas quoi. Enfin, ils lui font comprendre que la question est déplacée, elle est maladroite et que du coup, il se fait moquer par les autres, machin. Et après, il dit plus jamais pourquoi de sa vie, quoi. Donc, même s'il posait la question, pas sûr que le prof voudrait répondre et il dirait c'est pas le sujet. Oui, voilà, c'est ça exactement, Bastien. C'est ce que je voulais dire aussi. C'est que, ouais, on a les adultes sont peut-être pas aussi le meilleur modèle pour. Ou tu verras ça plus tard, ouais, c'est vrai. Meilleur modèle pour répondre à ce genre de choses, quoi. Et n'empêche, les questions sont difficiles. Si tu dis à un prof comment on sait. Si tu dis, tu apprends Newton, tu demandes à ton prof comment vous savez la loi de Newton. Le prof il va dire bah je l'ai appris à l'école, comme toi. Et il a dit oui, mais comment on sait que Newton, comment il a fait Newton pour savoir la gravitation et tout. Là,
Bon, alors, cours histoire des sciences. Je veux dire, moi, tu me poses la question, comment Einstein il a fait pour découvrir la relativité. Moi, je vais te raconter l'histoire où il est monté sur un escabeau et il a fait tomber, ou il a regardé je sais plus qui dehors, là, qui a fait tomber. Il a imaginé que le mec qui a réparé son Velux est tombé de son échelle et que ses outils sont tombés en même temps que lui et je sais pas quoi, là. Bon, bref, vous savez, j'arrive même pas à vous raconter l'histoire. Mais vous voyez la difficulté de la question aussi, hein. Là, en fait, il faut que les profs ne sachent pas seulement des choses, mais il faut qu'ils sachent comment ils savent ces choses-là. Enfin, il faut qu'ils aient aussi des formations en histoire des sciences, en épistémologie, comme on sait ce qu'on sait. Compliqué en vrai. De ouf. Dans le cas de la croyance religieuse, il y a un adjectif en plus. Il y a le mot religion. Et la racine étymologique du mot religion s'inscrit dans le lien. Non seulement la religion va lier entre eux les co-religionnaires autour d'une croyance, cette croyance commune va faire ciment du collectif qui croit, mais aussi le lien, c'est le lien de chaque religieux avec la transcendance à laquelle il croit. Donc il y a un double lien, il y a un lien avec la transcendance et il y a un lien horizontal social. Et vertical, quoi, en fait. Et le contraste dont il s'agit ici de faire ressortir, c'est que autant le savoir et la croyance religieuse sont tous des phénomènes collectifs, autant sur la légitimité, on n'est pas du tout sur les mêmes postures cognitives. La croyance religieuse est légitime parce que ce qui est cru, je l'ai reçu par confiance ou par autorité d'un texte, ou d'un parent ou d'un proche, ou par introspection, mais ce qui est cru tient sa légitimité surtout du fait que c'est immuable. Et ça, c'est particulièrement vrai des trois monothéismes, des religions du texte, où ce qui est cru est légitime parce que le texte, il est érigé en vérité, en quelque sorte. Il n'est pas supposé subir le feu du test. Il subit l'exégèse, bien sûr, il subit l'interprétation. Il y a tout un travail de théologiens pour adapter l'interprétation des textes au monde dans lequel ils vivent, mais néanmoins, le contenu fondamental de ce texte n'est pas supposé être légitime parce qu'il est périmable. Il n'est pas censé être périmable. Alors que le savoir scientifique, on l'a vu tout à l'heure, lui, il est dynamique et justement potentiellement périmable, et ça, on le sait. Demain, ça peut changer. Ne demandez pas à un religieux si demain son texte sacré sera demain susceptible de changer. Ce n'est pas la question, en fait. J'irai même plus loin, si on demande à un religieux, quelle que soit la religion, de justifier rationnellement sa religion, c'est absurde, parce que ce n'est pas du tout le même ressort cognitif sur lequel on est, en fait. Les ressorts de la légitimité et les ressorts simplement mentaux ne sont pas les mêmes. On est dans une posture de croyance et d'appartenance sociale dans le cadre de la croyance religieuse. On est dans une posture de dynamique sociale, certes, parce qu'il existe évidemment une société des chercheurs, mais on est dans une posture de remise en cause fondamentale de ce que les prédécesseurs ont trouvé et de ce que je trouve eux-mêmes. Plus ce que je trouve est surprenant, plus je dois le remettre en cause de manière à vérifier que je ne fais pas une erreur. Le scientifique est toujours sceptique quant aux résultats qui sortent et d'ailleurs se laisse même surprendre par des résultats inattendus. Si c'est robuste, eh bien on va les publier, ces résultats inattendus. C'est toujours une prise de risque, mais on a plaisir à discuter avec ses collègues pour mettre à l'épreuve ce qu'on a trouvé. Oui, c'est ça, c'est une des, en fait, finalement, des forces que doit avoir normalement tout bon chercheur, hein, c'est la remise en question. Le fait d'accepter les critiques de l'entièreté de la communauté et de prendre en compte ces critiques après pour améliorer sa méthodologie ou son interprétation et donc indirectement les résultats qui vont être produits de ça. Et donc après, ça ne veut pas dire non plus que ça c'est le modèle idéal du chercheur, hein. Bien sûr, dans la réalité, on vit dans une saucisse, vous le savez, hein, tout le monde vit dans une saucisse. On vit dans une société où c'est des êtres humains qui font de la recherche, hein. C'est des hommes et des femmes qui ont leurs propres convictions aussi personnelles, leurs propres défauts de personnalité. Et donc, on est au sein de la communauté des chercheurs, il y a aussi des travers, hein, forcément, des gens qui se pensent meilleurs que les autres sur le plan intellectuel ou pensent savoir des choses alors qu'ils n'en ont pas forcément les preuves pour savoir ces choses-là. Donc,
voilà, faut pas non plus effectivement croire que le monde de la science tel qu'il est fait dans notre société humaine est tout beau, tout propre. Évidemment, il y a des travers. Il y a beaucoup de publications qui réussissent à sortir alors même que leurs résultats sont contestables, voire très contestables. Donc voilà. Je connais déjà la réponse, je pense, mais la rivalité entre chercheurs doit nuire à la collégialité. Non, ah oui, bah, effectivement, Bastien, je l'évoquais plus ou moins dans ce que je disais, mais oui, complètement. Hein. Il y a la rivalité qui vient soit d'une rivalité un peu intellectuelle, parce que l'intellect pour un chercheur, ça peut être la raison pour laquelle il exerce ce métier, et puis ça peut définir un peu sa personnalité. Je pense qu'il y a des chercheurs qui doivent se braquer de fou quand on remet en question leurs résultats, et qui du coup, parce que ne vivent qu'à travers le fait d'être plus intelligents que les autres, soi-disant. Donc il y a, je pense, ce problème-là, un peu d'ego que se construisent certains chercheurs autour de leur intellect. Et il y a aussi la rivalité, pas que intellectuelle, mais la rivalité, on va dire, financière, parce que malheureusement, peut-être vous le savez pas, mais le monde de la recherche, c'est un monde de compétition. On parle beaucoup de collaboration depuis tout à l'heure en disant oui, alors les chercheurs qui parlent à travers le monde, qui s'entraident, qui se critiquent les uns avec les autres, mais pour aider la connaissance globale à progresser, oui, ça c'est le modèle un peu idéal, mais en pratique, il y a aussi beaucoup de compétition financière, parce que les chercheurs sont dépendants littéralement de leur financement, donc dépendants de la politique financière de leur pays pour mettre en place leur recherche. Parce que beaucoup de recherches, en tout cas, ça dépend dans quel domaine, encore une fois, mais en tout cas, la partie expérimentale, beaucoup de recherches en sciences dures qui utilisent des expériences, a besoin d'un certain nombre de financements pour pouvoir se procurer des machines, des instruments qui vont pouvoir faire des analyses. Bref, faire de la recherche, ça coûte cher en fait, ça coûte beaucoup d'argent et ça en rapporte pas forcément en fait, en fonction du niveau appliqué au fondamental de ce que ça génère. Bon bref, tout ça pour dire que y a aussi des problèmes dans la recherche telle qu'elle est institutionnalisée et c'est cette rivalité financière ou intellectuelle, du coup, comme je disais, va nuire à la production de connaissances de manière générale, quoi. Si on a bien compris les deux différences de dynamique, comment peut s'inscrire un créationnisme scientifique là-dedans ? Un créationnisme scientifique, tel qu'il se présente aujourd'hui, va utiliser le vernis de la science pour essayer d'asseoir le contenu du dogme, en quelque sorte, le contenu de ce qui est cru. Et dans les années 69-70, les plus connus sont la creationist science américaine, de Duane Gish et Henry Morris, qui vont proposer un programme qui consiste à prouver scientifiquement le contenu littéral de la Genèse biblique. Et évidemment, il s'agit là de nier l'évolution biologique, l'évolution du vivant. L'évolution a toujours gêné les franges les plus conservatrices des trois monothéismes. Il ne s'agit pas de dire que l'ensemble des monothéismes sont créationnistes, ce n'est pas du tout le propos, mais disons que chacun, dans la frange la plus conservatrice, il y a des tentatives, voire même des actions politiques délibérément créationnistes, c'est-à-dire dans le sens où on va habiller le propos religieux de la création avec les oripeaux de la science, en créant même parfois des faux, et surtout en manipulant les concepts scientifiques. Alors pour les créationnistes du vieille école, Morris et Gish, c'est un peu grossier. Prouver le contenu littéral de la Genèse biblique, les scientifiques baissent les bras ou haussent les épaules, je ne sais pas, mais... Oui, parce que là, je pense qu'il y a plusieurs approches, mais ça paraît vraiment absurde, surtout aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu une époque de flou où effectivement on pouvait littéralement prendre la Bible et en avoir une interprétation scientifique littérale. Si ce qui est approuvé est déjà tenu pour vrai, puisque c'est inscrit dans le texte, c'est pas la peine de commencer à chercher à le prouver. Si vous avez déjà la conviction de quelque chose, toute expérience sur le monde réel, toute action sur le monde réel qui consisterait à le faire réagir pour en interpréter
rationnellement une conclusion, cette démarche-là est inutile si on a déjà la conviction. Oui, c'est un peu circulaire comme argument, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais si tu veux prouver que la Bible est vraie, mais tu la considères déjà comme vraie, bah en fait, tu ne fais que prouver un truc que tu connais déjà, donc en fait, tu vas toi-même dans ton propre sens. Enfin, c'est un argument un peu circulaire, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, mais oui, c'est absurde. Avant d'avoir commencé à poser la question, en quelque sorte. Et donc, évidemment, là, les bras nous en tombent. Mais il y a des formes plus sophistiquées de cette interface politique entre le créationnisme politiquement organisé aux États-Unis ou même dans certains pays musulmans aussi d'ailleurs, et la science. Il y a d'autres versions, par exemple la version plus récente, enfin plus récente, elle date déjà du milieu des années 90, cette version qu'on appelle l'intelligent design aux États-Unis, c'est-à-dire le Discovery Institute à Seattle, qui sécrète une pensée. Ça, désolé de faire le couper, hein, mais je crois que mon père il m'en a déjà parlé de l'intelligent design. Enfin, et maintenant que j'en entends parler comme ça, je me dis la dinguerie quoi. Qui consiste à dire que le monde réel est mieux expliqué par une intervention intelligente qu'il ne le serait par le hasard, la sélection naturelle, les processus naturels. Ça, c'est la fameuse, je crois qu'une des analogies qui s'utilise, c'est de dire quand vous êtes si vous êtes dans le désert et que vous trouvez une montre dans le désert, alors vous allez vous dire, en voyant à quel point la montre est sophistiquée, que c'est un objet qui est parfaitement bien agencé, et bah, vous allez, rien qu'en voyant l'objet, vous allez deviner qu'il y a quelqu'un qui a créé l'objet. Bah, les créationnismes, ils appliquent cette métaphore à l'espèce humaine, en fait, en disant, bah, l'espèce humaine, c'est pareil. L'espèce humaine, l'espèce humaine, ou même je devrais dire la vie en général, hein, le monde vivant, quoi. Le vivant est trop sophistiqué ou est trop bien agencé pour que il n'y ait pas un créateur derrière qui soit à l'origine de ça, quoi. Voilà. Et ils sont malins parce qu'en parlant d'intervention intelligente, c'est un providentialisme, hein, c'est une intervention providentielle. Ce qui intervient à l'origine de l'harmonie entre les formes et les fonctions de la nature n'est jamais spécifié. On ne dit jamais qu'est-ce qui intervient. Donc on peut rallier à soi des bouddhistes, des musulmans, des protestants, des catholiques. Enfin, c'est un socle de discussion fédérateur pour incorporer dans la démarche scientifique un principe philosophique qu'on appelle la providence. Et c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est amené avec des arguments sophistiqués qui tiennent de la biologie cellulaire, qui tiennent de la régulation génétique, etc. Donc ouais, il y a pas mal de trucs comme ça. Là, je pense à d'autres. Par exemple, je pense que le livre, je sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, ou un truc comme ça. Là, Dieu, je sais plus dans quel sens c'est les mots là. En gros, ça serait comment la science montre, enfin comment il existe en science aujourd'hui suffisamment de connaissances, ou du moins de preuves, enfin on va dire de connaissances qui prouvent l'existence de Dieu, quoi. Les frères Bogdanov, c'est marrant parce que justement les frères Bogdanov ont apposé leur, à l'époque où ils étaient encore en vie, hein, ils ont apposé leur approval seal sur le livre là, Dieu, la science, l'épreuve. Ils ont fait la préface ou un truc comme ça, je sais plus. Donc ça me fait penser à ce bouquin d'ailleurs ça, c'est pas que le bouquin m'a fasciné, mais c'est plutôt l'idée que ce bouquin existe me fascine, au point où en fait on va chercher à utiliser les concepts de science. Oui, c'est ça, on va essayer d'utiliser tout ce que la science nous dit sur l'univers pour montrer que Dieu existe. Donc ça va être des arguments du type oui, vous savez, toutes les constantes qu'on connaît dans le monde, là, elles sont pile bien, c'est le fine-tuning de l'univers, elles sont toutes bien à la bonne valeur. Si on en change une, l'univers serait radicalement différent et on ne pourrait pas exister. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a forcément un Dieu créateur qui a bien réglé les constances, à la valeur. En fait, j'allais dire, en France, on n'a pas trop ça, mais les auteurs de la science Dieu, la science, l'épreuve, là, je pense que ça, eux, je pense que c'est vraiment des tenants du créationnisme, quoi.
Donc bref, pour résumer ce qu'a dit notre ami, c'est l'idée que en fait les créationnistes modernes utilisent subtilement en fait des arguments scientifiques pour enrober ce concept qu'on appelle l'intelligence design et qui en fait est purement une forme de une forme de créationniste 2.0 où l'idée c'est de dire que l'univers ou le vivant ou ce que vous voulez est trop bien, est trop bien fait ou en tout cas les choses sont telles qu'elles sont parce que il y a une intelligence design, donc en fait un dessin à but D-E-2-S-E-I-N, un dessin d'un être supérieur, hein, qui est évidemment Dieu, qui serait derrière et qui serait en train qui a permis justement cette sorte d'harmonie générale de l'univers. Voilà. Le public a l'impression qu'il voit des gens instruits, très éduqués, très techniques dans les discussions. Et il y a une espèce d'écran de fumée technique qui leur fait oublier finalement l'absurdité épistémologique qui consiste à faire intervenir la providence au laboratoire. Ça me fait exactement penser à du coup James Tour, dont je vous ai montré quelques extraits, là, le chimiste créationniste américain là, qui est une rockstar dans le milieu du créationnisme avec ses conférences, ses livres, ses interventions, machin. Parce que c'est tout à fait ça en fait. Le gars, il est chimiste, mais un chimiste qui pèse dans le game, enfin qui comprend très très bien la biologie moléculaire et ce que sont, ce qui se passe dans ton corps d'un point de vue chimique, quoi, en gros. Et du coup, il peut jouer de finalement de son intellectuel, enfin de ses connaissances réelles qu'il a en chimie pour enfumer, je pense, une bonne partie de son public qui ne bite strictement rien à la chimie organique, en fait. Je veux dire, ne serait-ce que quand tu as un master, un diplôme même de licence vous suffit à éblouir une bonne partie de la population, tu vois. Donc je pense que quand tu es un chercheur avec l'expertise et l'expérience, on va dire, plutôt qu'à le James Tour, tu peux t'amuser à enfumer un nombre de personnes incroyablement élevé. En fait, il faut être soi-même chimiste pour pouvoir débusquer les abus de langage, ou alors, si ce n'est pas être chimiste, au moins être sceptique et ne pas sombrer dans les rhétoriques fumeuses, quoi. Et ça, je vais vous le faire avec les mains, façon CM2. Dans une classe de CM2, les gamins, ils le comprennent. Madame, pourquoi il y a des vagues sur la mer? Ah, mais cher enfant, c'est la Providence qui pourvoit. Ah, très bien. Madame, pourquoi les chats, ils ont des poils? Ah, mais c'est la Providence qui a donné les poils aux chats. Ah, bah, très bien. Ah oui. Madame, pourquoi les feuilles des arbres sont vertes? Ah, mais c'est la Providence qui a pourvu. Bon, voilà. Il y a un moment, ça va bien, pour chaque question spécifique à laquelle un esprit curieux, surtout un jeune esprit curieux, attend une réponse spécifique. Si c'est toujours la même réponse que l'on donne, si on a l'explication unique du grand tout, en réalité, on n'a rien expliqué. Et ça, le scientifique le sait. À la providence au laboratoire, si la moindre difficulté expérimentale ou difficulté d'interprétation, on peut se permettre d'invoquer une intervention providentielle, c'est plus la peine de faire une expérience, en quelque sorte. Mais ça, très jeune, on peut se permettre d'être optimiste sur le plan pédagogique. Très jeune, les enfants le comprennent. S'ils ne sont pas encore emprisonnés dans une cristallisation idéologique qui est celle de la religion de leur famille. À un âge où ils sont encore malléables et qu'ils ont plein de questions à poser sur le monde, ils attendent des réponses spécifiques à des questions spécifiques et non pas à une réponse unique. Voilà à quel point le créationnisme... Finalement, les enfants, ils sont plus doués d'esprit critique que beaucoup d'adultes, en fait. Parce que quand t'es enfant, tu remets en cause beaucoup de choses et t'attends plutôt, voilà, comme il dit, des réponses spécifiques et pas une réponse unique à toutes tes questions. Et c'est vrai que pour peu que tu grandisses dans un milieu qui est uniquement religieux, enfin où on t'endoctrine avec tel ou tel dogme, telle ou telle croyance, tout de suite,
enfin, ça va être très très dur pour toi de t'émanciper plus tard. Je dis pas que ça peut arriver, hein. Il y a plein de gens, je pense, qui ressortent de ces milieux-là plus tard, mais quand tu suis à la fois un enseignement qui est autour de la providence et que toi, et que tes parents, tes propres parents, tes propres cercles familiaux, etc., te bercent aussi dans cette idée-là, mais très difficile de penser par soi-même par la suite, quoi. Enfin, de s'émanciper de ces idées, quoi. Et c'est vrai que c'est très pratique si t'as la flemme, hein. C'est la providence, hein. La providence. Remarque, c'est ultra facile parce que du coup, là, dans ce monde-là, les chercheurs ne servent plus à rien. Et c'est ça qui est beau. On pourrait du coup faire de grosses économies plutôt que de payer tous ces chercheurs qui ne cherchent mais qui ne trouvent rien. N'est-ce pas, Fraude, hein? Des dédicaces, hein. Ça trouve là, Fraude qui est chercheur dans le chat, hein. Je troll mes ex-pères chercheurs. Ça trouve là, ça trouve. Au lieu de financer là, les gens comme Fraude là, dans le chat là, qui on sait pas trop ce qu'ils font là, bah, on n'a qu'à dire c'est la providence. Comme ça, let's go. On fait des économies. Et on peut rembourser la dette. Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que vous débarquez et voilà. Je jette pas du tout la pierre aux croyants et aux religions parce que je suis même plutôt un défenseur des religieux, alors que moi-même je suis pas croyant, mais j'ai tendance à quand même rappeler que science et religion sont pas forcément opposables et que ça sert à rien de chercher la guerre entre les deux disciplines qui ont chacun des choses à apporter à la société, je pense. Et voilà. Et on peut être, encore une fois, un fervent croyant pratiquant et en même temps un excellent scientifique, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'on peut vivre de manière apaisée avec ces deux pendants sans aucun problème, quoi. Le créationnisme qui se dit scientifique est absurde si on a évidemment un esprit scientifique. Et pour terminer sur le volet politique, autant d'énergie dépensée au cours des décennies, des instituts qui sont financés, des faux musées de la création en Suède, en Suisse, faux musées de la création, aux États-Unis, il y en a plusieurs. De l'argent et de l'énergie, pourquoi? Ne soyons pas naïfs, la bataille, elle n'est pas scientifique. La bataille, elle ne vise pas le monde des laboratoires. Personne ne cherche à convaincre les chercheurs du sérieux du créationnisme scientifique, qui se dit scientifique. La bataille, c'est une bataille de la culture, c'est une bataille du monde scolaire. Sociologique, en fait, hein, finalement. Le but principal du Discovery Institute à Seattle est inscrit dans un document qui est public, qu'on peut consulter sur le web, qui s'appelle le Wedge Document. Et ils expliquent que le but est de convaincre l'intelligentsia américaine de réintroduire la providence dans l'ensemble des aspects de la vie publique, le législatif et surtout l'éducatif. La bataille, c'est l'école, en fait. Les efforts du créationnisme ont toujours consisté à réussir à faire rentrer dans les écoles publiques cette idée que le monde tel qu'on le voit ici, il est le fruit d'une création qui fait intervenir une providence. Et il y a un télescopage, évidemment, avec ce que dit la science sur le monde réel. Parce que la science, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de création. Elle dit, nous, on ne sait pas travailler avec des entités conçues a priori comme immatérielles. On ne sait pas travailler avec l'âme, par exemple. D'ailleurs, on est d'accord avec Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II, en octobre 1996, qui nous dit « l'âme reste une création immatérielle de Dieu ». Bah, très bien. Les neurobiologistes n'utilisent pas le concept d'âme. C'est un concept inopérant, inaccessible à la science. Merci Jean-Paul II. Grâce à lui, débunk de l'âme. Du coup, l'âme appartient aux religieux et ciao, quoi. Tu vois, comme ça, on s'emmerde pas. Chacun ses objets d'étude. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire... Chacun ses emmerdes, ses embrouilles. On ne sait pas travailler avec les anges. Dites-moi si ce qui a fait foirer votre manip, c'est un ange qui passait. Les scientifiques ne peuvent pas travailler avec les anges non plus. Ils sont déclarés, conçus a priori comme immatériels. Ce ne sont pas des entités qui ont été inventées par des scientifiques. Mais ceux qui les ont inventés les ont déclarés comme, par définition, immatériels. Les fantômes qui traversent les murs, les esprits, etc. Donc, ça veut dire quoi, ça, en contrepoint? Ça veut dire que les scientifiques... ont un contrat de travail qui est souvent implicite, qui n'est jamais suffisamment rappelé. Un contrat de travail qui consiste à dire, là dans le monde réel, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a au moins un truc dont je sais m'emparer, c'est la matière.
Ah, Alors la matière, sur le plan philosophique, rappelons-nous, hein, c'est ce qui change, c'est ce qui est capable de changer. Que vous la regardiez je sais pas ça. dans sa version hard, tangible, ou que vous la regardiez sous forme d'énergie, quelle que soit la manière dont vous regardiez la matière, c'est quelque chose que lorsque vous appuyez dessus, ça réagit. Et comme ça réagit, on peut faire une manip, en fait. On peut faire une manip. Et ça, c'est ce qu'on appelle une condition de travail. Donc, les scientifiques collectivement organisés ne remplaceront pas les philosophes. Ils ne diront pas « tout est matière », ou ils ne diront pas « tout est esprit », ou ils ne diront pas non plus « tout est matière et esprit ». Ça, c'est ce qu'on appelle le dualisme philosophique. Les scientifiques savent simplement que leur condition de travail consiste à faire réagir ce qui peut réagir là dehors, dans le monde réel. Et Donc ça veut dire que la matière noire et l'énergie noire, c'est peut-être immatériel finalement, et du domaine de la religion. Parce qu'il a dit, c'est pas moi qui le dis, il a dit littéralement, les scientifiques ne peuvent que travailler avec des entités qui réagissent lorsqu'on les stimule. L'énergie noire et la matière noire, jusqu'à maintenant, on sait pas ce que c'est, ça réagit pas. C'est immatériel du coup. Hein. Bah voilà, c'est bon. On a résolu le problème de la matière noire et l'énergie noire. Enfin, on a résolu, non, ça va être les croyants qui vont résoudre ça. Hein. Ça va être le pape, peut-être. Le prix Nobel de physique 2156 décerné au pape pour la solution de la matière noire. Bah ouais, hein. Écoute, let's go. Hein. Si c'est une énergie dans le sens scientifique physique du terme, c'est matériel. Mais ce qu'on appelle l'énergie noire, je suis pas sûr qu'on l'appelle énergie parce que c'est de l'énergie. Hein. Je crois que on l'appelait énergie pour la différencier, l'énergie au sens de c'est responsable de l'expansion de l'univers, mais en soi, ce n'est pas une énergie comme on entend, une énergie type énergie électrique, énergie thermique. Je crois que le terme énergie noire énergie dans énergie noire est un peu impropre à donc bon. Après voilà, j'ai extrapolé le truc. Hein. C'est juste que l'énergie noire et la matière noire, c'est des entités qui pour le coup on n'arrive pas à les faire réagir, on ne voit que les conséquences de leur existence, s'ils existent bien, parce qu'encore une fois, bon, c'est pas prouvé à 200% que ça existe, mais en tout cas, si ça existe, on ne voit que les conséquences de leur existence. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore capable, pas à ma connaissance en tout cas, de stimuler de l'énergie ou de la matière noire de sorte à ce qu'elle nous renvoie un message d'une manière ou d'une autre, quoi. Extrapole, bah voilà, extra Jean-Paul 2, le tour, la boucle est bouclée. Si c'est pas aussi consensuel que peut l'être la relativité d'Einstein, c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup et un peu trop pour que ça soit juste une hypothèse sortie de nulle part, tu vois. Même si effectivement tout le monde dans la commu scientifique ne défend pas cette idée, bien sûr. Mais les créationnistes n'essayent pas en fait de convaincre la communauté scientifique et les chercheurs, etc., de leur approche, mais en fait c'est une bataille qui va se jouer dans les écoles, au niveau de l'éducation, des plus jeunes en particulier, et de la société en général en fait. Et c'est peut-être là où est le problème d'ailleurs, c'est que c'est un courant qui essaie de s'inséminer chez les plus vulnérables. Encore une fois, l'idée du créationnisme, c'est de justifier l'entièreté des phénomènes physiques, des phénomènes naturels qu'on observe autour de nous à cause de la providence qui est en fait finalement la notion derrière la création, quoi. La création divine, l'intervention divine, je sais pas comment vous voulez appeler ça. La providence, elle ne réagit pas. Les anges ne réagissent pas, les fantômes non plus. Et donc, les entreprises, les initiatives créationnistes qui voudraient nous faire croire que la providence peut être réintroduite dans l'espace d'un laboratoire ou d'une enquête sociologique, que l'intervention divine puisse être invoquée, nous fait reculer, il faut bien le dire, 250 ans en arrière. Parce que l'émancipation des sciences dans l'histoire occidentale et orientale aussi, l'émancipation des sciences et une grosse partie des progrès des sciences a justement été permise du fait que nous avons reculé pour mieux sauter, c'est-à-dire que nous n'avons plus prétendu avoir accès à ces instances immatérielles. En France, avec Diderot, avec Buffon par exemple, le nouveau programme scientifique du milieu du XVIIIe siècle, c'est expliquer la nature à partir des seules ressources de la nature. C'est-à-dire que l'invocation
de la providence, de la volonté divine. Buffon l'avait compris, Diderot aussi, c'est une renonciation épistémologique en quelque sorte. Si on se permet d'invoquer ça, c'est pas la peine de commencer à vouloir faire une manip pour interpréter le monde. C'est hyper intéressant, je trouve, et là vous avez tout dans le message de fin, c'est l'idée que le scientifique le sait, il met de côté en fait tout cet aspect idéologique lié aux croyances finalement, et on est obligé de faire ça parce qu'on ne peut pas travailler en fait avec ces éléments immatériels que sont tout ce qu'il a dit, les anges, l'âme, l'intervention divine. Enfin, pour le scientifique, c'est impossible en fait de travailler avec ces choses-là. On ne peut pas monter des expériences qui prennent en compte ces éléments-là. Il n'y a pas de moyen en fait de mettre en évidence ou de stimuler l'existence de ces choses-là, de prouver qu'elles existent ou quoi. Donc, pour juste une question méthodologique, on les exclut volontairement pour ne se servir finalement que d'éléments dont on sait qu'on peut avoir une réponse en essayant de le stimuler, quoi. Parce que, on l'a compris déjà au XVIIIe siècle, en fait, avoir comme seule réponse la providence ou l'intervention divine, ça suffit pas parce que ça répond à tout et donc ça répond à rien, quoi. D'où j'ai bien aimé l'expression qu'il a dit, reculer pour mieux sauter. Donc l'idée, reculer pourquoi ? Parce qu'on exclut une partie des éléments qui constituent nos croyances, donc tout cet univers immatériel. On est obligé de l'exclure de nos expériences. Donc on a l'impression de régresser intellectuellement parce qu'on ne prend pas en compte ces éléments-là volontairement, mais en même temps pour mieux sauter, parce qu'en fait, ce n'est que grâce à cette exclusion-là qu'on peut en fait approcher les phénomènes naturels, enfin qu'on peut donner une explication des phénomènes naturels par la nature elle-même en fait. Et ce que nous propose, ce que nous permet, ce que nous offre déjà la nature, quoi. Et donc les scientifiques ont restreint leur légitimité au monde physique, ont laissé la métaphysique aux philosophes et aux théologiens. Ils se sont restreints au monde physique pour gagner en puissance épistémologique, et c'est ce qui s'est produit en fait. C'est beau ça, il parle de puissance épistémologique, je ne connaissais pas vraiment ce terme, mais je vais essayer de le retenir parce que c'est puissant, quoi. Ça fait ça, quand on le dit, on a l'impression d'être intelligent, ça, puissance épistémologique. Mais en fait, derrière, ça veut dire la puissance de l'approche de la connaissance, parce que l'épistémologie, c'est ça, c'est comment on sait ce qu'on sait, c'est comment on sait qu'une connaissance est une connaissance et pas une croyance, tout ça. Puissance épistémologique, donc puissance dans le fait on gagne en crédibilité, en fait, c'est ça, en crédibilité de connaissance. C'est-à-dire que ce qu'on produit en termes de connaissances donne une description du réel probablement plus crédible, plus juste que ce qu'on pourrait donner si on était obligé de prendre en compte le monde immatériel, quoi. Donc le créationnisme moderne qui voudrait nous faire réintroduire une conception intelligente à l'origine de nos explications scientifiques du monde nous font reculer 250 ans en arrière. Et ça vaut le coup de dire, non seulement pour les scientifiques, mais ça vaut le coup d'être dit aussi dans nos systèmes éducatifs, français, mais pas seulement, européens et plus largement encore. Let's go, c'était super, c'était chouette, moi j'ai bien aimé.